très content d'être là aujourd'hui parce que je passe souvent devant le bâtiment en vélo et je me suis toujours demandé ce qui se trouvait à l'intérieur. Et là, je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment dans l'antre des caves Bernard Massart. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et également présenter l'entreprise? Déjà, merci d'être là. Moi, c'est Antoine Clazen. Je suis le directeur général de Bernard Massart. Bernard Massart, une boîte familiale qui a près de 100 ans. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment au cœur de la société. On est à un endroit très important pour nous. On se trouve dans notre cuverie de bois avec des beaux foudres de 3500 litres qu'on utilise pour tous nos créments, en fait. Et j'aimerais revenir sur tes études avant l'arrivée dans l'entreprise familiale. Tu as fait des études de commerce. Tu as démarré ensuite en Belgique, si je ne me trompe pas, dans le groupe Carlsberg. Alors j'ai atterri là-bas, mais avant j'ai fait autre chose, parce que quand je suis sorti de l'université, c'est un peu posé la question avec ma famille de la transition de l'entreprise, si oui ou non quelqu'un de la famille allait rejoindre le groupe. Mon idée c'était quand même faire un peu ma carrière au début, avant d'éventuellement rejoindre le groupe, mais je voulais quand même, voler un peu de mes propres ailes, prouver que je savais faire autre chose que d'être placé dans la boîte familiale. Donc ça m'aurait pas plu. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord commencer à Luxembourg. Après mes études, à Paris, je suis allé chez PwC et ça m'a permis de travailler avec pas mal de petites boîtes locales et des grandes boîtes internationales. Donc c'était un bon bagage, je crois, pour la suite. Et tu disais que je suis allé à Bruxelles, chez Vasco, au Carlsberg. Ça, c'est venu un peu pendant ce cheminement, et tout simplement par le fait que la Belgique, c'est notre premier marché d'export. Et en 2010, on a changé d'importateur en Belgique. Et l'importateur m'appelle en disant « Tiens, Antoine, on cherche quelqu'un ». Bon, il avait sa petite idée derrière la tête, mais il m'a dit « Je cherche quelqu'un pour faire la transition entre l'ancien importateur et le nouvel importateur qu'on a changé à l'époque ». Ça a pris 3 secondes, j'ai dit « Écoute, je le fais ». Pourquoi? Parce que ça m'a permis de rejoindre l'entreprise, mais indirectement. Donc, de travailler pour notre principal client, travailler pour la marque, être déjà en relation, en contact avec les employés, avec l'équipe luxembourgeoise. Donc c'était vraiment une transition parfaite. Et l'idée, c'est de faire ça pendant 1 an. En fin de compte, je suis resté 3 ans. C'est une très belle expérience. Et après ça, je suis revenu effectivement en 2013 à Luxembourg. Tu parles de parcours professionnel, personnel. L'entreprise, tu l'as dit, a plus de 100 ans aujourd'hui. Elle a traversé des crises sidérurgiques, des crises économiques, des guerres. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter, revenir sur l'histoire et les moments forts que l'entreprise a connus? C'est comme tu le dis, les crises ont jalonné notre histoire, mais comme toutes les entreprises qui ont 100 ans. Je crois que toutes les entreprises centenaires ont été balancées par des crises dans le monde occidental en tout cas. Pour expliquer un tout petit peu l'historique de la boîte, elle a été créée en 1921 par un luxembourgeois qui s'appelait Jean Bernard. Et Jean Bernard était un luxembourgeois qui travaillait en Champagne. Et pendant la Première Guerre mondiale, il est revenu à Luxembourg. Donc l'idée de Jean Bernard, c'est de dire j'ai un savoir-faire, je sais faire du champagne, faisons du champagne à Luxembourg. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter ses amis, beaucoup d'amis ici dans la région, et parmi ses amis, il y avait mon arrière-arrière-grand-père et son frère. Donc l'un était docteur et l'autre était avocat. Et le docteur Frédéric Clazen avait déjà des vignes. Donc lui, il avait son domaine déjà, qui s'appelle le Clos des Rochers. Il s'associe avec Jean Bernard, avec une cinquantaine d'autres personnes. Donc c'est vraiment un petit crowdfunder à l'époque. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en 1923, Jean Bernard meurt. C'est là que ma famille va au fait reprendre la gestion de l'entreprise et une bonne partie de l'actionnariat. Et pour revenir au nom, l'idée c'était aussi d'avoir un nom qui sonnait un peu français. Et alors, assez facilement, ils ont trouvé le nom Jean-Bernard Massart. Massart qui était l'épouse, donc Anne Massart qui était l'épouse de Jean-Bernard. Ils ont mis les 2 noms ensemble, ça sonnait français, c'était chic. Voilà. Donc, et si on regarde un peu sur l'évolution de l'histoire, parce qu'on parlait de crise, Carlo, mon grand-père, s'est vraiment focalisé sur la boîte. C'est lui qui, après la guerre, va la reconstruire, va développer de nouveaux marchés, va reconstruire les caves qui ont été partiellement détruites par la guerre, et va faire quelques choix stratégiques qui ont également fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On est quand même propriétaire pratiquement d'une 50aine d'hectares, ce qui fait qu'on est le plus grand vigneron indépendant privé, je dirais, de Luxembourg. Et à côté de ça, on a encore notre activité évidemment de négoce. Aujourd'hui, on a donc Bernard Massart, qui est notre principale entreprise.
On a le Clos des Rochers qui est mon domaine familial. En 1986, on rachète le château de Schengen. Donc Schengen, ça parle à tout le monde. Donc là, on a une quinzaine d'hectares. Il y a 2 ans, on a eu l'opportunité de racheter les vignes d'un domaine très connu à Luxembourg qui s'appelle le domaine Mathos. On a un petit château à Bordeaux. Et à côté de ça, on a encore une très belle activité, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais d'import. Donc on importe énormément de vins français, italiens, espagnols, américains, italiens beaucoup, qu'on revend ici en clientèle particulière et à la restauration. Ton père est président du conseil d'administration aujourd'hui. Comment vous répartissez encore les rôles? Comment vous interagissez au quotidien? La transition s'est faite plutôt bien, je dirais, contrairement à d'autres boîtes que je connais où c'était plus conflictuel parce que la nouvelle génération veut s'imposer, prouver des choses, etc. Alors je ne peux pas dire que moi ce n'était pas le cas, mais c'était toujours un dialogue et j'ai la grande chance que mon père est quelqu'un de très ouvert et qui m'a toujours accompagné dans mes choix. Alors évidemment, il y a des moments où on n'est pas d'accord et c'est tout à fait normal. Et pour la transition, pendant les premières années, j'ai repris la direction commerciale. Lui, il est resté CEO. Et au fur et à mesure, il m'a laissé faire, il m'a transmis de plus en plus de dossiers jusqu'à ce que je reprenne, il y a 5 ou 6 ans, la direction. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le switch, où effectivement, il a pris la présidence de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est encore très présent, il a son bureau, il est là presque tous les jours, mais l'opérationnel, il s'est totalement retiré. Dans ce secteur d'activité, plus que dans d'autres secteurs, les conditions météorologiques sont très importantes, mais on peut parler aussi de changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti durant les dernières décennies et comment vous y faites face? Il suffit de regarder la date des vendanges. La moyenne décennale il y a 5 ans, c'était le 26 septembre. Aujourd'hui, on commence pour les créments début septembre en général. Tous ces derniers millésimes, j'ai commencé autour du 3-4 septembre. Ce qui arrive, c'est que nous, on voit de plus en plus de phénomènes extrêmes. Hein, et je crois que c'est ça qui nous impacte. Qu'est-ce qu'on voit? On a plus de chaleur, on a plus de sécheresse, mais en même temps, on a plus de pluie. Hein, cet été, on a énormément de pluie. On a plus de gel, on a de la grêle, on a des effets. Enfin, ça a toujours existé, mais je dirais que c'est amplifié. Et donc, à nous de nous adapter. Et c'est malheureusement, en début d'année, il n'y a personne qui dit cette année, elle sera comme ça. Donc voilà, nous, on donne toute la chance à la vigne de faire de beaux vins. Après, la nature, on est dépendant d'elle, heureusement. Et pour rebondir sur le volet climat, protection de l'environnement, on parle de plus en plus d'entreprises responsables. Quels sont les engagements aujourd'hui que Bernard Massart prend? Bon, déjà, on a la chance d'être à Luxembourg, donc le cadre fait qu'on est responsable, rien que par la loi. Mais évidemment, chaque entreprise va plus loin. Alors nous, par exemple, c'est très moderne, mais ça fait très longtemps qu'on a des panneaux photovoltaïques, par exemple. Là, on a installé une nouvelle installation qui va être mise en service aujourd'hui. Bon, ça, c'est pour le volet, je dirais plus énergie, production. Après, dans les vignes, ça fait très longtemps qu'on est, comme vous dites, très responsable. Le Luxembourg, il faut le savoir, c'est le premier pays au monde qui a interdit le glyphosate dans les vignes. Ça fait 30 ans qu'on n'utilise pas d'herbicide. Donc on a mécanisé depuis assez longtemps. Et là, depuis 2021, on est en phase de test pour passer de plus en plus de vignobles en biologique. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais travaillé dans le monde de la finance. Ça me donne un ton particulièrement bien adapté pour te demander si tu pouvais revenir sur le rôle que la BIL a joué dans l'histoire, Bernard Massart, et encore aujourd'hui. La BIL a toujours été assez proche de Bernard Massart, donc c'est une de nos principales banques. mais même mon grand-père était, alors ça il faudra vérifier, mais je suis presque sûr qu'il était au conseil de la BIL. Et donc il y a eu vraiment une relation aussi familiale avec la BIL. Et après, je dois dire, c'est vrai qu'on a quand même toujours eu le support quand on en a eu besoin. On est une entreprise qui investit quand même beaucoup dans ses infrastructures. Et quand on en a eu besoin, on a toujours eu le support nécessaire de la banque. Un autre point positif, je dirais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on connaît à la BIL.
Dans d'autres banques, c'est moins le cas, parce que Luxembourg a évolué, parce que le secteur financier a évolué. Et je crois que c'est quand même assez intéressant, important, c'est qu'à la BIL, on a encore des personnes, bon, qu'elles soient luxembourgeoises ou pas, mais au moins qui sont accessibles et où on a un contact très facile. Alors, on s'est rencontrés quelques fois pour préparer cette interview. Moi, j'ai vu que tu étais sur énormément de choses en même temps, mais en plus de ça, tu es membre de nombreuses associations. Comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces mandats? Je ne gère plus, je subis. Non. Alors oui, c'est vrai que c'est un gros challenge parce que dans l'entreprise, on a beaucoup de projets et ce qui est important quand on commence un projet, c'est aussi de finaliser les projets. Et quand il y a trop de projets, ben, c'est un peu compliqué. Donc il faut avoir les bonnes personnes qui nous aident en interne, en externe, et avoir des bons tableaux de bord pour faire ce suivi-là. Là, j'ai la chance d'avoir quand même de très bonnes personnes à l'interne qui m'aident beaucoup parce que le faire seul, c'est juste illusoire et j'ai pas du tout envie de le faire. Hein. Moi, ce que je dis, les gars, si demain il y a un bus qui me brûle dessus, il faut que l'entreprise continue. Et ça, je crois qu'on est bon. Après, effectivement, j'ai beaucoup d'engagement à l'extérieur de la société. Bon, c'est une affaire de personnalité, et ça m'amuse, et j'aime bien le faire, jusqu'au moment où il faut voir qu'on en fait peut-être un tout petit peu trop. Bon, il est encore un peu tôt pour une coupe de crément ou un verre de vin. Par contre, tu sais que j'affectionne particulièrement un autre breuvage et tu m'as proposé de le déguster dans un lieu original. Ah bah, je propose qu'on aille boire nos petits cafés dans les vignes. Avec grand plaisir. On a l'habitude de parler des passions des gens qu'on interviewe dans cette émission. Toi, si j'ai bien compris, ta passion, c'est également ton métier. Ah bah, j'ai la chance hein, de faire quelque chose que j'adore, mais qui arrivait pendant que je le faisais, donc ça c'est assez chouette. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc qu'on a oublié, c'est le petit café. Je non vois les tasses et je vois le thermos, avec grand plaisir. Bah, merci de nous accueillir ici en tout cas, et merci pour le café. J'ai pas l'habitude de boire du café dans les vignes. Hein. Une autre question que je voulais te poser, c'est comment est perçu le crément à l'étranger? Parce que je sais que Bernard Massart exporte beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le retour que tu as? Bernard Massart, c'est un peu l'exception luxembourgeoise, je dirais, parce que la plupart du vin qui est produit ici est consommé ici et dans la grande région. Nous, on exporte dans une vingtaine de pays à travers le monde. Le premier pays d'export étant la Belgique. Cette année, c'est le Canada d'ailleurs. Donc, c'est Canada, Belgique, Finlande, c'est notre top 3. Et c'est vrai que le crément de Luxembourg, il n'est pas très connu à l'étranger. Et s'ajoute à ça que on est quand même souvent confondu avec d'autres créments d'autres régions. Je dirais que nous, en tant que Bernard Massart, plus que l'appellation, c'est la marque qui est connue. On est la première alternative au champagne aujourd'hui en termes de positionnement de prix. Et on est les plus chers quelque part sur notre segment de marché. Donc dans des périodes comme celle-ci, c'est assez intéressant parce qu'on a trouvé une espèce de niche et qui nous va très bien. Tu nous disais tout à l'heure que ça avait toujours été finalement dans ton ADN que de reprendre le flambeau. Est-ce que tu n'as quand même pas eu, à un moment ou à un autre, l'envie de créer quelque chose d'autre ou de travailler dans un autre secteur d'activité? Bah, nous, on crée tous les jours. Hein. En travaillant avec la nature, on est obligé de créer, on est obligé d'innover, on est obligé de repenser. Donc là, bon, enfin, je suis servi quelque part. Parce que ce qui est chouette dans mon métier, moi je me lève le matin, je dis on va faire un truc nouveau, quoi. On va essayer quelque chose d'autre. Et toujours dans notre philosophie, c'est toujours dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux qu'hier. Donc c'est dans une approche d'amélioration constante, donc ça c'est vraiment super chouette. Après, j'ai fait assez d'autres choses à côté, où on a lancé des initiatives, on a lancé des salons, on a fait des événements, donc plein de trucs, donc je ne m'ennuie pas trop, hein, donc ça va. Je t'ai vu sortir de ta poche tout à l'heure une petite sucette, donc je pense que c'est peut-être encore un peu tôt pour parler de succession avec tes enfants, mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisages quand même? Comment tu prévois ou comment tu
penses leur parler? Alors, je pense que la question de la succession est très importante. Et surtout, c'est un truc qu'il ne faut pas laisser traîner, il ne faut pas commencer trop tard. Bon, là, ma fille, en l'occurrence, elle a 1 an et demi, donc c'est peut-être un tout petit peu tôt, même si je la fais renifler le vin. Mais après, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la pression. Il faut en parler, il faut lui donner les outils, que ce soit mes enfants ou celles de mon frère ou de mes cousins. Mais c'est de leur donner les outils et l'envie de venir dans la boîte. Parce que si tu as... Bon, je trouve que le mot passion est un peu galvaudé, mais si tu n'as pas la passion pour faire ceci, il faut faire autre chose. Donc déjà, il faut avoir envie de le faire. Et nous, en tant que parents, on ne peut pas forcer les enfants à le faire. Si on les force, à mon avis, ce n'est pas la bonne voie. Par contre, on peut leur donner toutes les connaissances, tous les outils pour qu'ils fassent leur choix. Après, on peut les inciter, on peut les encourager, mais il ne faut pas les forcer. Alors faisons sentir notamment l'odeur des vins que tu affectionnes. C'est quoi un bon vin pour toi? Le vin, ça c'est... J'ai lu un truc ce matin et ça correspond tout à fait à ma vision d'un bon vin. Un bon vin, c'est un vin qui te plaît. Si un sommelier me dit, ou enfin un sommelier, qui que ce soit me dit ça c'est le meilleur vin au monde, si moi je l'aime pas, ça ne sera pas un bon vin pour moi. Après, il ne faut pas être trop simpliste non plus, parce que le goût, ça s'éduque, ça s'apprend. Les vins qu'on aime au début de sa carrière, ce n'est pas les vins qu'on va aimer à la fin. Le palais évolue, le cerveau apprend et il va être de plus en plus sensible à des goûts. Alors typiquement, quand on commence à boire du vin, on va préférer le sucré. C'est comme le goût, hein. Tu commences par le sucré, ensuite tu vas sur le salé, ensuite tu vas sur les amers. Et pour le vin, c'est pareil. Moi, les premiers vins que j'aimais, c'était des vins assez faciles à boire. Et tout d'un coup, j'ai découvert d'autres vins. Et au début, je dis que j'aime pas, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, c'est les vins que je bois le plus. Donc voilà. Donc il faut surtout être ouvert d'esprit. Et il n'y a pas un vin favori. Ça existe pas. Enfin, dans mon monde, ça n'existe pas. Parce qu'il y a tellement de régions, tellement de terroirs, tellement de cépages. Qu'il ne faut pas se limiter à certaines régions ou certaines appellations qu'on a très tendance à faire souvent. J'ai peut-être une dernière question à te poser parce que même si le soleil est en train de se coucher, je sais que ta journée est loin d'être terminée. Tu voyages encore beaucoup pour ton travail. Est-ce que tu peux partager avec nous une des rencontres les plus inspirantes, les plus étonnantes, insolites que tu as pu faire ces dernières années? Je voyage pour mes deux métiers, parce que d'un côté, il y a je voyage pour Bernard Massart pour promouvoir nos vins dans différents pays. Et là, on fait des rencontres tous les jours avec des gens incroyables. J'étais en Inde, j'ai rencontré un gars qui avait des vignes en Champagne. C'est le premier Indien qui a fait du vin en Champagne. Alors ça, c'est très, très amusant. Et d'un autre côté, je voyage beaucoup pour découvrir de nouveaux domaines, pour les représenter ici à Luxembourg. Et là, pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes dans mon métier parce que j'ai la chance de travailler avec avec les meilleurs vignerons au monde et de pouvoir apprendre des choses de ces gens-là, c'est absolument spectaculaire. Alors dire maintenant un nom, ce serait un peu réducteur. Ce qui est génial, c'est de rencontrer ces gens qui sont des sommités mondiales, qui sont très humbles, qui partagent et desquels on peut apprendre énormément. Et je crois que ça, c'est une de mes choses préférées à faire. J'en rêve la nuit parfois de ces choses-là. Et vous voyez, par exemple, il y a un vigneron qui est super connu, qui est de l'autre côté, là, juste derrière moi, ça redescend, ça remonte. Il s'appelle Egon Müller. Egon Müller, c'est le vin blanc le plus cher au monde, par exemple. Et c'est un pote, donc c'est amusant. Voilà, c'est un petit monde, le vin, quoi. Tu parlais d'apprentissage pendant tes voyages. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je voulais te remercier pour cette immersion et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi, merci d'être venu dans mes villes.